Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Big Five. Au programme cette semaine, l'Olympique de Marseille et son retour raté en Ligue des Champions. 2 matchs, 2 défaites et une grande interrogation. Pourquoi s'ennuie-t-on autant quand on regarde jouer l'OM ? Alors en championnat, le bilan est loin d'être catastrophique. Marseille est 4e après 8 journées. Mais globalement, le jeu proposé manque d'ambition. L'animation offensive est en panne. On l'a vu notamment contre l'Olympiakos. Alors comment expliquer ces errances ? Existe-t-il une réelle identité de jeu marseillaise ? Quelles sont les intentions d'André Villas-Boas ? Et l'OM est-il capable, tout simplement, de produire un jeu plus emballant ? Avec moi aujourd'hui, pour la première fois, et j'en suis ravie, Johan Tabot, l'un de mes confrères de France Football. Bonjour Johan. Bonjour Marie, bonjour à tous. Bienvenue. C'est un plaisir pour moi aussi. Et puis nous sommes en ligne avec Mathieu Grégoire, l'envoyé spécial permanent de l'équipe à Marseille. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Voilà, vous avez le menu et le casting, maintenant on peut commencer. On joue mal en ce moment, mais on veut évidemment marquer des buts avec notre organisation, notre jeu. André Villas-Boas s'est montré réaliste le mois dernier à la veille de la réception de Metz en championnat. L'entraîneur marseillais a tiré le même bilan que de nombreux observateurs. Depuis le début de la saison, l'OM produit un jeu timoré, parfois faible techniquement, sans grande ambition, notamment en attaque. Alors attention, les performances de l'OM ne sont pas non plus désastreuses. En championnat, après 8 journées, le club faussait un point donc à la 4e place, avec une défaite, 3 nuls et 4 victoires, dont celle évidemment contre Paris 1-0 le 13 septembre. Mais Marseille a manqué son retour en Ligue des Champions. Défaite 1-0 contre l'Olympiakos et 3-0 face à Manchester City. On y reviendra précisément un peu plus tard. Au-delà des mauvais résultats, ce qui inquiète, c'est donc le contenu des rencontres. Joanne, pour commencer, est-ce qu'il existe une volonté chez les dirigeants de l'OM de voir leur équipe bien jouer ? Je pense notamment à Jacques-Henri Hérault, le président, et à Pablo Longoria, le chef du football. Est-ce qu'ils ont envie de voir du beau jeu, tout simplement ? La devise du club, ça reste droit au but quand même, hein, donc j'ai l'impression que ça s'est un peu perdu ces derniers temps. J'espère vraiment pour le centre de formation de l'Olympique de Marseille et chez les jeunes que c'est pas la même culture qui est inculquée par rapport à l'équipe première. Parce que là, c'est quand même depuis le début de l'année 2020 que ça joue mal à l'Olympique de Marseille, hein, qu'on trouve pas des transitions, que dans le jeu ça s'est un peu liquéfié, mais il y a pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une identité à part ce droit au but qui reste très cher aux supporters de l'OM, mais depuis ça s'est un peu perdu, quoi. Mathieu, tu es d'accord avec Johan pour les dirigeants, ça n'a pas l'air d'être vraiment une priorité ? Alors pour répondre à votre question en longueur, si j'ai un petit peu de temps, alors sur le président Hérault, bon, il maîtrise pas assez le football pour impulser quoi que ce soit. Pour ce qui est des directeurs sportifs, c'était un peu la charge d'Andoni Zubizarreta d'installer une identité commune chez les joueurs en arrivant fin 2016 au club. Il se trouve qu'il a vachement tardé à trouver un directeur de centre de formation avec un peu d'envergure. Il l'a trouvé qu'à l'été 2019 avec Nasser Largué. Et Nasser Largué, qui est quelqu'un de compétent, d'intéressant, qui a des idées assez précises sur comment faire grandir un joueur, sur le côté des valeurs, sur le côté d'un cadre strict par rapport à l'extra-sportif et le sportif, par rapport à aussi, par exemple, un avis très tranché sur les accords de non-sollicitation chez les jeunes. Vous savez, on peut bloquer un jeune à 12-13 ans de la convoitise des autres clubs, on le met entre guillemets à la maison avec déjà des premières primes, des premiers salaires, etc. Lui, par exemple, il trouve que ça, c'est un peu l'inverse de la méritocratie et qu'il ne faut pas verrouiller des jeunes, il faut qu'ils prouvent à cet âge-là ce qu'ils peuvent amener à un club. Donc ça, c'est des idées assez fortes sur l'éducation. Pour ce qui est de l'identité de jeu, j'ai appelé quelques spécialistes avant le podcast qui vont à tous les matchs à l'OM Campus, notamment mon collègue et ami Azir Mohamed, et ils m'ont dit en fait qu'il y avait des principes communs, notamment sur les sorties de balles, passes courtes, combinaisons, redoublement de passes pour franchir la première ligne de pression adverse. Mais il n'y a pas d'identité commune à ce jour. Il y en a peut-être dans les discours, mais dans les actes, il n'y en a pas vraiment. On a les U16 qui jouent très vertical, avec du contre-pressing, se reprojettent vite vers l'avant à la récupération du ballon. Et on a les U17, des U19 qui sont plus sur un jeu de position, avec des attaques placées, on garde le ballon, on reforme vite le bloc. Donc il n'y a pas vraiment d'identité, ça joue partout en 4-3-3 chez les équipes jeunes de l'OM. Donc 4-3-3 cher à André Villas-Boas. Mais
voilà, on n'est pas encore au niveau, je pense, du Barça. de Lyon, du Barça, j'en parle même pas, même si c'était un peu ce qu'était la mission de Zoubi, mais on va dire même de Lyon ou de Nantes, on n'en est pas encore à ce stade-là pour l'instant. Voilà. Et de toute manière, ça n'a jamais été le cas à Marseille, ce prisme du centre de formation. Il a jamais été très, très, très présent dans l'histoire marseillaise. Donc, parce que ça change beaucoup, Johan. Ouais, tu as entièrement raison. C'est lié aussi au changement souvent de direction, aussi bien au niveau du centre. Moi, j'ai connu Henri Stambouli qui avait fait un boulot assez intéressant, mais après, il a été remplacé par Thomas Fernandez. Arrive Bielsa pendant 1 an. Il y a eu beaucoup de passerelles avec le centre de formation et Diego Reyes à l'époque, son adjoint chilien qui gérait ça. Mais comme Bielsa a sauté, Michel, tous les jeunes qu'il avait fait monter, il les a remis à la cave. Donc le travail, il fallait repartir de zéro. Donc c'est un peu le problème. Et on voit qu'AVB, c'est pas quelqu'un qui de toute façon puise dans le centre de formation. Loin de là. Puis tu as eu des philosophies qui ont été aussi complètement différentes. Là, on mise sur des jeunes de la région avec tous les accords avec les clubs de Marseille aux alentours. Et là, auparavant, quand il y avait Nigo, c'était de la post-formation en prenant des joueurs comme Taïbo, par exemple, qui est l'exemple vraiment concret d'un mec que tu vas chercher à 18-19 ans et que tu mets en Ligue 1 petit à petit et que tu fais jouer. En fait, chaque année, enfin pas chaque année, j'exagère quand même, mais tous les 4-5 ans, à Marseille, il y a une révolution au niveau du centre de formation et au niveau des idéologies, quoi. Ouais, ce qui complique la tâche pour instaurer quelque chose sur le long terme. Sur le long terme. Et alors le résultat, pardon Mathieu, je te coupe, mais le résultat, c'est que les supporters s'ennuient profondément depuis le début de la saison. Alors, on a lancé une consultation sur Instagram pour leur demander ce qu'ils pensaient du jeu produit par leur équipe. Eh bien, on a reçu plusieurs centaines de réponses, je dirais à 90% négatives, comme celle, par exemple, de Laure qui parle d'un jeu pas ambitieux avec un pressing trop bas. Bref, c'est chiant à regarder, au moins c'est clair. Mathieu, toi qui es sur place, tu constates aussi une quasi-unanimité des supporters à propos du jeu de l'OM? Il y a encore les pragmatiques qui vont se cacher derrière le résultat et des victoires, par exemple comme à Lorient, qui ne seront jamais inquiétantes, quoi, parce que ce sont des victoires. Mais effectivement, on sent qu'on restera pas dans la postérité avec ce jeu-là, alors qu'on va reparler encore de l'OM de Guéret, de l'OM de Bielsa. Là, on sent que on a profité un peu de la saison dernière des résultats qui ont été bons sur le court terme chez les supporters. Mais là, ça commence un peu à être lassant. Comme disait Johan, en 2020, on n'a quasiment pas vu un match abouti de l'OM dans le jeu. Et pour l'anecdote, hein, vous reprenez la main, j'avais une petite stat qui était sympa. C'était l'autre fois contre Bordeaux. Je faisais le chapeau pour le journal, là, le papier sur compte rendu un peu pour le journal. Et il y avait 3-0 à la 80e. Et j'ai regardé, parce que j'avais ce souvenir-là, je dis tiens, c'est la première fois que l'OM gagne avec 3 buts d'écart sous AVB, qu'il y a une victoire un peu nette. Et effectivement, malheureusement, la stat n'a pas résisté à la réduction du score de Maja. Mais vous voyez, c'est même sous Rudy Garcia. Attention, hein, c'était très aléatoire le niveau de jeu, mais on a quand même vu des branlés, quoi. On a vu des matchs archi dominés où ça jouait archi bien, archi bien, alors contre des adversaires faibles, mais au moins c'était. Ouais, ça joue au ballon, même contre les faibles, quoi. Et puis, ça continuait à jouer. Je sais pas si tu te souviens d'un 6-3 là, au Vélodrome contre Metz. Si je ne me trompe pas, il y avait 6-0 et ils ont quand même continué d'attaquer à 6-0 et au final, tu prends 3 buts. Et les supporters se reconnaissent beaucoup plus dans cette approche-là que dans ce qu'on voit en fait, l'exemple qu'on prend tout le temps à Marseille, c'est l'opposition entre Elie Bopp et Marcelo Bielsa. Donc, il y a d'un côté Marcelo Bielsa qui n'a pas eu des résultats probants au niveau du classement et qui termine 4e, ce qui était décevant à l'époque de terminer en Ligue Europa et pas en Ligue des Champions. Et de l'autre côté, 2 saisons auparavant, en 2012-2013, il y avait eu Elie Bopp qui avait débarqué et qui avait vraiment fait un jeu, qui avait prôné un jeu très défensif, des victoires 1-0, 2-1, 2-0, c'était la panacée à l'époque d'Elie Bopp. Et Elie Bopp finit 2e au classement. Donc il y a un peu ce côté pragmatique, et j'oublierai pas aussi Didier Deschamps qui est un peu entre les deux aussi. Mais là, pour le coup, avec Deschamps, il y avait des trophées. Alors tu parles de pragmatisme. Je pense qu'on peut dire qu'André Villas-Boas est un pragmatique. En janvier, on
avait consacré un épisode de Big Five à l'entraîneur portugais. Donc à ce moment-là, l'OM pointait à la 2e place et le jeu produit était quand même un poil plus enthousiasmant que celui qu'on voit depuis le début de la saison. Et notre collègue Régis Dupont avait parlé d'AVB comme d'un entraîneur audacieux. Est-ce que c'est l'une des parties du problème maintenant ? Est-ce que Villas-Boas manque d'audace aujourd'hui ? Je ne l'ai pas trouvé très audacieux non plus l'an passé. Hein. J'ai pas souvenir d'un grand match offensivement. Enfin, sur 90 minutes surtout, parce qu'il y a eu des 45 minutes très très bonnes. Hein. Contre Lyon, par exemple, la première période face à Lyon, où tu as tout le public à Marseille qui enflamme le truc, tu as Payet qui enflamme le truc aussi, ça marche très très bien. Donc le match nul un partout Non, le 2-1 au Vélodrome, il y avait 2-0 donc avec un doublé de Payet, et en deuxième période, ça s'est complètement arrêté de jouer. Enfin, Lyon a repris la main sur le match. C'est souvent comme ça, en fait, sous André Villas-Boas. C'est une bonne période, c'est 30 bonnes minutes. Et puis après, ça s'éteint derrière. Tu comprends pas trop pourquoi d'ailleurs, mais des fois pour chercher à fermer le jeu et à préserver le résultat. Mais depuis l'arrivée de Villas-Boas, j'ai pas souvenir d'un très très grand match, à part le Angers-Marseille, si tu te souviens, Mathieu, où il fait. Mais là c'est plus de la psychologie. Il laisse le ballon à Angers, qui ne sait pas jouer avec le ballon, et au final, en fait, il le prend à son propre jeu. Il gagne 2-0, et là, c'était vraiment pour moi le match le plus maîtrisé sous l'ère Villas-Boas. Mathieu. Oui, parce que je pense que Marie-Émilie, c'est ça l'audace que peut-être dont voulait parler Régis à l'époque quand on avait fait ce podcast. C'était ce côté, cette souplesse tactique d'avoir préparé plusieurs systèmes. Moi, c'est ce que m'ont beaucoup dit les joueurs de l'OM l'an dernier, c'est que ils étaient capables en début de saison d'avoir travaillé pas mal de systèmes et de pouvoir switcher en cours de match. Tout d'un coup, on abandonne soudainement la possession, ou on la reprend, enfin voilà, pour déstabiliser un peu l'adversaire. Et Joanne parle très bien de ce match à Angers, début décembre dernier, 2019, où ils abandonnent la possession à Stéphane Moulin, et ça ne savent évidemment pas quoi en faire, nos amis angevins, qui fonctionnent plutôt par transition. Donc il y a ça, il y a eu un match quand même qui était intéressant, mais vous allez voir contre qui c'était, parce que ça veut tout dire, c'était contre Brest, où il y a eu un gros match de l'OM qui gagne 2-1 grâce à un beau but de Radonjic à la fin. C'était un très beau match, enfin, c'était très enlevé. T'as une vingtaine de tirs, ouais. Parce que c'était Brest aussi en face. C'est-à-dire une équipe qui encourage un jeu ouvert, qui encourage des contre-attaques, qui encourage, on l'a vu encore le 3-2 aussi à Brest fin août, la victoire de l'OM. C'est typiquement l'adversaire qui réussit avec Villas-Boas parce qu'il laisse beaucoup d'espace en fait. Ouais, et malheureusement, t'as pas beaucoup d'entraîneurs comme Dalloglio en Ligue 1, quoi. Donc il faut s'adapter. Voilà. Exactement, Joanne. Et c'est aussi une des raisons aussi peut-être par rapport à vos questions, c'est aussi peut-être que les coachs aujourd'hui, ils sont moins en moins surpris par Villas-Boas, quoi. Et alors, Villas-Boas, après la victoire contre Lorient, 1-0 le 24 octobre, déclaré « Ça va être dur de mettre en place un style de jeu plus séduisant ». C'est quand même un sacré constat d'échec. Ah oui, le 4-4-2. Il avait remis son 4-4-2, donc ça d'ailleurs, il faudra que tu nous en parles, Mathieu, de l'espèce d'agacement, j'ai l'impression qu'il a en conférence de presse en ce moment, alors qu'il était très canalisé et très, très diplomate. On a l'impression qu'il supporte plus les questions en fait sur son schéma tactique, mais au final son 4-4-2, donc il avait remis à Lorient, qui avait plutôt bien marché face à Bordeaux. Il y avait 3-0 quand même à un moment donné, et puis il y avait quand même des échanges très intéressants entre Cuisance, ça combinait un peu plus. Donc il y avait une vraie cohérence en fait dans ce 4-4-2 là. Face à Lorient, après, il y avait des conditions. En fait, je pense que c'est surtout pour ça qu'il a dit que c'était une performance. On peut pas faire mieux parce qu'il y avait une tempête de vent, une tempête de pluie. C'était un match après l'échec face à l'Olympiakos. Donc, en ça, il a pas complètement tort de dire qu'on peut pas faire mieux que d'aller gagner 2-1 dans des circonstances, dans de telles circonstances, quoi. 1-0. Oui, 1-0, pardon, oui. 2-1, ça aurait été champagne. Ça aurait été... Mais c'est vrai qu'il était un peu irréel, effectivement. Les confs en ce moment sont un peu irréels parce qu'ils s'agacent beaucoup. Hein. Je pense que c'est lié aussi au fait qu'on a quasiment plus d'interlocuteurs, nous, parce qu'on n'a plus de zone mixte, on n'a plus grand-chose. Donc c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, donc c'est vrai que tout passe par le coach, en fait. Hein. Même moi, je vois, les 3/4 des papiers maintenant, c'est des déclats du coach, c'est à propos de ses mantras, de ses leitmotifs, de ses anecdotes. Donc on est hyper Villas-Boas dépendant, et lui, je pense aussi au bout d'un moment que ça l'agace un peu de devoir sans arrêt de répondre aux questions sur la tactique, etc. On l'a tous les 3 jours en ce moment avec la Coupe d'Europe. Donc il s'agace, mais effectivement, c'était une sorte... à Lorient, le journaliste lui dit « Ouais, franchement, en gros, vous n'êtes pas séduisant, est-ce qu'on vous verra plus séduisant ?» Donc là, lui, il dit « Non, mais ça va être difficile de faire mieux. » Et il parle là-dedans parce qu'il est, je pense, un peu vexé, parce que lui, il se dit surtout...
putain, on gagne dans des conditions difficiles. 3 jours après un match de Champions perdu, on rebondit. Ça prouve que mes joueurs ont des ressorts mentaux. Donc il était assez fier de ça, je pense. Mais après, les déclarations étaient irréelles. À la suite de la conférence, on a eu le vent contre nous en première période, mais aussi en deuxième parce qu'il a tourné. Bon, alors ça, non, mais ça, c'est irréel. Si Garcia dit ça, Rudy Garcia, il se fait défoncer. Et après, il dit, oui, en plus, les conditions météorologiques comme ça avantage toujours l'équipe à domicile. Il n'a pas fait le cliché du breton, tiens, donc au bord de mer. Non, mais c'est ça, ouais, je pense qu'il se disait, c'est irréel, hein, donc, de dire des choses comme ça. Donc c'est vrai que je pense aussi que ça traduit une certaine lassitude par rapport peut-être aux obsessions du public, des réseaux sociaux qui commencent à être très sévères avec lui. Je pense que ça le touche un peu et effectivement aussi à titre personnel des difficultés quand même à améliorer le niveau technique et de jeu collectif de son équipe. Mais justement, il avait commencé à trouver un semblant de recette l'année dernière. Qu'est-ce qui a fonctionné la saison passée et qui ne marche plus aujourd'hui ? Il a fonctionné sur un ressort psychologique, je pense, pendant 6 bons mois, les 6 premiers mois à Marseille. Après, bon, il y a combien de matchs jusqu'à l'arrêt avec le coronavirus ? Je pense qu'il doit y en avoir 5 ou 6 maximum en Ligue 1. Et puis, il y a ce truc aussi à Marseille où t'es porté par le public. Et je pense que là, il y a des matchs... Je voulais vous demander, est-ce que le huis clos perpétuel depuis des mois a une incidence ? Il y a beaucoup de clubs qui sont touchés par le huis clos dans le monde entier. Mais je pense que Marseille, particulièrement, ça affecte beaucoup, vraiment. Il y a des matchs l'année dernière où c'est pas le public qui gagne, ce serait très, très galvaudé de dire ça, mais quand t'as 65 000 personnes derrière toi, à Marseille, tu peux être porté par le public pour remporter une victoire, bien sûr. Alors, sur Insta, on a Tom, l'un de nos followers, qui a pointé le manque d'envie, le manque de cœur des joueurs de l'OM. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce que les difficultés des Marseillais en ce moment à produire du beau jeu sont aussi liées à un manque de motivation ? Pas de motivation, j'irai pas jusque-là, mais effectivement, on sent que c'est plus compliqué que l'an dernier dans l'intensité, en fait. L'an dernier, comme le dit très bien Johan, il prend une équipe de revanchards, qui est une équipe de bonne qualité, malgré ce qu'on dit souvent sur l'OM. On a tendance à les dévaloriser, les joueurs de l'OM. C'est quand même, il y a beaucoup d'expérience dans cette équipe par rapport à la Ligue 1. Et moi, je la trouve, par rapport à une Ligue 1 très naïve, très candide, je trouve que cette équipe a beaucoup d'expérience, pardon. Et l'an dernier, il avait combiné ça avec une véritable intensité et un gros contre-pressing, par exemple, dans le camp adverse. On voyait que dès la perte de balle, l'OM ripostait par un pressing de tous les instants avec un Sanson, un Rongier, un Camara très haut dans le camp adverse. Alors, le jeu était rarement flamboyant déjà l'an dernier. Je me rappelle de ce match contre Lille, il ironisait dessus il n'y a pas longtemps à VB, où il gagne 2-1 avec un tir cadré. Au Vélodrome. C'est irréel, hein. Enfin, c'est boulette de Maignan, boulette de Gabriel, c'est irréel ce match encore. Lille l'an dernier, ils perdent 2 fois contre l'OM, je pense qu'ils doivent sortir en disant mais qu'est-ce qui s'est passé quoi ? C'était Slider, c'est monde parallèle quoi. Et là du coup, voilà, donc du coup ça, voilà, on l'a peut-être moins cette année, cette intensité dans le pressing. Excusez-moi. Ouais. Sinon, justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais pour le contre-pressing et on va dire la violence quand même, parce que c'était très violent parfois les vagues qui arrivaient sur les adversaires. Tu peux pas faire ça sur 90 minutes, j'ai l'impression. Et les fois où ça a marché, c'est contre le match contre Bordeaux qui était vachement représentatif aussi l'année dernière, où la première période est complètement ratée par les hommes de Villas-Boas. Et en deuxième période, t'as un pressing qui est super haut, vraiment. Ils vont les attaquer à la surface de réparation, vraiment, où t'as Sanson qui vient chipper un ballon et qui va mettre le deuxième ou le troisième but, je sais plus. Mais c'est des phases de jeu que tu ne peux pas tenir sur 90 minutes, clairement. Et encore plus sur une saison entière. Alors la saison dernière, l'OM tournait à 430 passes par match en moyenne. On est passé à 380 cette saison. Différence significative. Est-ce que vous pensez que peut-être collectivement le groupe a atteint certaines limites ? Moi, la phrase que j'ai retenue dernièrement, c'était celle de Valentin Rongier qui disait qu'il était perdu par les changements de système. J'ai plus l'impression que les joueurs je sais pas s'ils suivent encore en fait tous les changements qui sont en train de se passer. Là, les 3 derniers matchs de l'Olympique de Marseille, il y a le match contre Bordeaux en 4-4-2. Il y a la défaite à l'Olympiakos en 4-3-3 et là il y a encore une défaite contre City en 5-3-2. Donc en fait il y a un changement de système à chaque fois. Est-ce qu'il commence pas à y avoir un petit agacement au niveau des joueurs et une corde qui peut peut-être lâcher? J'ai lu l'article très intéressant de notre confrère, c'est Florent Germain, c'est ça, d'RMC, si je me trompe pas, Mathieu,
qui reportaient ce qui se disait un petit peu dans le vestiaire olympien, et il y a beaucoup de joueurs apparemment qui étaient un peu frustrés par la manière dont Villas-Boas a abordé le match contre Manchester City. Et Florian Thauvin en a parlé à la fin du match. Thauvin en a parlé aussi, oui, à découvert. Assez clairement, Florian Thauvin l'a dit assez clairement. Effectivement, on a l'impression que cette année, et la Coupe d'Europe n'aide pas pour ça, parce que l'an dernier, il arrive, il a son 4-3-3, il avait aussi un système à 3 défenseurs qu'il avait travaillé, ces petits schémas, comme je vous disais de temps en temps, pour surprendre l'adversaire sur la possession du ballon. Ça déroulait du câble, en fait, l'an dernier. C'était un match par semaine, c'était tranquille. Là, vous êtes sur 2 compétitions, une qu'il maîtrise encore à peu près, même si c'est beaucoup plus difficile cette année, mais qui n'est pas du même niveau la Ligue 1. Et une autre où il est obligé de proposer autre chose, où les attentes sont plus importantes, la Ligue des Champions, où les matchs sont scrutés, les supporters en rêvent, surtout 7 ans après, ils pensent qu'à ça toute la journée. Donc il est jugé à l'aune de ces 2 compétitions, et on a l'impression qu'il n'arrive pas à trouver de dénominateur commun, qu'il est beaucoup dans la recherche. Et un coach qui change trop de système et trop d'hommes, moi ça me rappelle Rudy Garcia par exemple, ce qu'il faisait à sa dernière saison à l'OM. On sent que c'est quelqu'un qui est un peu plus dans le doute. Voilà. Et ce doute, je pense qu'il se transmet aussi aux joueurs. À ses joueurs, ouais. Mais est-ce que l'effectif de l'OM est taillé pour jouer fond les 2 compétitions ? Pour jouer à la Ligue des Champions, non, absolument pas. Ça s'est vu directement contre l'Olympiakos. C'est pas une question d'effectif, je pense. C'est une question aussi de motivation, d'envie et de psychique. Moi, c'est surtout ça qui est... Mais ils sont motivés pour jouer la Ligue des Champions, les Oui, Marseillais. non, bien sûr, motivés, ça oui, mais c'est de la psychologie. Je sais pas, moi le match contre Manchester City, alors on peut l'aborder en jouant à 5 derrière, en coulissant bien, en tentant de fermer tous les espaces, en ayant un pressing haut. Ça se tente. Il est pas blâmable, Villas-Boas, de tenter ça. Mais il y a des attitudes qui m'ont inquiété chez certains joueurs, ouais. Comme par exemple en début de match, il y a Thauvin qui est lancé en profondeur. C'est vraiment un ballon à la mort où il peut pas l'attraper, absolument pas. On le voit direct au bout de 15 minutes, il a les bras ballants. Il est déjà agacé en fait de devoir remonter 70 mètres pour se créer une occasion de but. Et tous les joueurs étaient agacés, ça s'est senti vraiment. Pour rebondir sur ce que dit Johan, il y a aussi peut-être une disparité en ce moment importante de physique et de niveau technique. Moi, j'ai été surpris quand même que Michael Cuisance, honnêtement, m'a pas... ses facultés physiques, ses courses, etc. contre City m'ont pas chamboulé. J'ai vu qu'il a terminé à peu près avec une dizaine de kilomètres parcourus, 10 et quelques, comme De Bruyne, par exemple, mais avec 38 courses à haute intensité contre 45 pour De Bruyne. De Bruyne qui, rappelons-le, revenait de blessure, donc j'ai été un peu surpris par ça, par certains joueurs. Par exemple, on parle de Thauvin, mais je pense que Thauvin, lui, évidemment, ça on le savait, on l'avait dit dès le mois fin juillet, début août. Son kiné qui l'avait retapé l'an dernier nous l'avait dit aussi. On savait qu'il allait avoir des creux. Ça, c'était certain. Après 1 an sans jouer, il était évident qu'il allait avoir des creux après 6-8 matchs. Mais et puis Thauvin, il a quand même un bilan. Thauvin, il affiche quand même un bilan assez positif depuis le début de la saison. 3 buts et 5 passes décisives en plus de se montrer très impliqué. Mathieu, là, tu parlais de Dimitri Payet. C'est quoi le problème en ce moment avec Payet ? Parce que contre l'Olympiakos, par exemple, on l'a vu jouer au ralenti et il n'a pas produit grand-chose. Et résultat, il était sur le banc face à City. Je développe juste une théorie avant Johan, mais qui vaut ce qu'elle vaut. Pour moi, ça a toujours été un joueur de cycle, déjà par le passé. C'était déjà le cas à l'OM, son premier passage 2013-2015. Ça a été le cas depuis janvier 2017. Il fait un début de saison 2017-2018 catastrophique. Il se blesse d'entrée. Après, il n'est pas bon, il n'est pas en rythme, etc. 6 mois après, il est à 2 doigts à la Coupe du Monde. Il se blesse en finale de Ligue Europa, sinon il est à la Coupe du Monde. Donc, vous voyez, c'est toujours été quelqu'un avec des hauts et des bas et du mal à se remettre du mal à trouver de la régularité. C'est une sorte de diesel qu'il faut redémarrer. Et moi, je pense que le confinement lui a fait très mal, déjà, parce que beaucoup de temps sans jouer, pour lui, c'est plus dur de redémarrer. Et ensuite, je pense qu'effectivement, il commence à avoir 33 ans
Et c'est moins facile de redémarrer le moteur à cet âge-là qu'à 29, 30, 31 ans. Oui, et puis est-ce qu'à 33 ans, il est capable d'enchaîner des matchs tous les 3 jours aussi? Ça ne lui est plus arrivé depuis 2 ans avec la Ligue Europa. Hein, donc moi, je me pose des questions sur sa forme physique. Ouais. Mais pour vous, les problèmes de l'animation offensive de l'OM sont liés uniquement à la méforme individuelle des joueurs, ou il y a aussi un souci plus collectif devant? Oui, c'est plus global, oui, on peut pas en vouloir. Après, bon, si on prend chaque ligne, il y a des problèmes un peu partout, en fait. Devant Benedetto, il y a un vrai problème, il n'a pas beaucoup de ballons par match, donc il est en manque total de confiance. Il vient même plus chercher des ballons comme il le faisait auparavant. Et moi, à Boca Junior, Benedetto, je l'ai vu prendre des ballons au rond-point, au centre, au rang central, remonter la balle et créer lui-même des contre-attaques et aller chercher des buts lui tout seul. Je l'ai pas vu faire ça une seule fois avec Marseille. On prend chaque poste, il y a des problèmes. À gauche, il y a un problème aussi avec Payet. À droite, Thauvin, c'est peut-être celui qui sauve le plus la baraque depuis le début de la saison avec Camara. Mais il y a un souci avec Rongier aussi, effectivement, au niveau physique. Rongier, en ce moment, il a l'air de piocher totalement. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui piochent globalement en ce moment. Mathieu? Il y a beaucoup de joueurs qui piochent et on en revient quand même pour toujours tout mêler, être dans les multiples explications, parce qu'il n'y en a jamais qu'une. Il y a aussi ce fait que le jeu collectif l'an dernier, qui était vachement pragmatique, on n'a pas travaillé forcément les combinaisons offensives, les choses comme ça, et ça ne sert pas aujourd'hui de filet de sécurité, justement, quand les niveaux sont un peu plus physiques, sont un peu plus aléatoires. Et ça, malheureusement, c'est ce que dit Rongier un peu, il ne sait plus trop à quel sens vouer en ce moment, parce que ça va un peu moins bien physiquement. Et comme il est dans un registre unidimensionnel, depuis qu'il Villas-Boas est là, il a du mal à se renouveler, alors que des coachs qui ont plus de principes, on va dire, de jeu dans la construction, arrivent à quand même sauver à peu près leur équipe, à avoir une permanence, quoi. Et pour en revenir à l'attaque, est-ce que l'arrivée de Luis Enrique peut un petit peu dynamiser tout ça, ou Johan, je te sens très circonspect. Il est jeune et je pense que Villas-Boas va chercher à le protéger le plus possible. Il va le faire rentrer 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Mais on ne peut pas compter sur ce joueur-là du côté de l'Olympique de Marseille pour s'imposer directement et changer toute la phase de l'attaque olympienne. C'est pas possible, non. Mathieu? Oui, je pense qu'il est pareil, que c'est pas un produit fini encore, il y a du boulot. Villas-Boas et les hispanophones comme Alvaro Benedetto essayent de le mettre bien, mais il y a du boulot. Ouais. Il y a du boulot, je pense que ça sera un joueur qui va beaucoup rentrer en fin de match, mais de là à tout faire reposer sur lui, non, je pense qu'il va falloir s'appuyer par exemple sur des valeurs sûres, peut-être un 4-4-2 avec un Valère Germain, à côté d'un deuxième attaquant, par exemple. Un Kostas Mitroglou, par exemple. Non, je pense que ça, c'est mort. Mais par exemple, retrouver peut-être un Michael Cuisance aussi qui revient un peu. Et puis Payet, ce ne sera pas à ce niveau-là toute la saison. Donc, oui, puis Cuisance, il vient d'arriver. Il est aussi en train de s'acclimater. Oui, tout à fait. Il a joué 3 matchs dans 3 systèmes différents. Donc on ne peut pas lui demander tout de suite de tout assimiler et de porter à lui seul sur ses bras l'attaque phocéenne, quoi. Mais est-ce que André Villas-Boas doit tenter quelque chose de nouveau dans les semaines à venir, et notamment pour la double confrontation face à Porto en Ligue des Champions? Face à Porto, il faudra prendre des points, oui, forcément pour stopper cette série qui est catastrophique. Mais il faut qu'il joue son propre jeu. Il faut pas forcément s'adapter tout le temps à l'adversaire. Et il faut qu'il installe ce 4-4-2 qui a bien fonctionné face à Bordeaux, qui a plutôt bien marché, on va dire, face à Lorient en fonction des conditions qu'il y avait. Donc pour toi, il doit abandonner son traditionnel 4-3-3. Ça marche. Quand ça marche, une tactique, il faut la réitérer. Il faut pas hésiter à faire du copier-coller. Et je pense que, en fait, avec ce 4-4-2, c'est la tactique qui met le plus en valeur tous les joueurs de l'Olympique de Marseille. Il y a beaucoup de milieux centraux qui sont très forts dans le physique, dans la technique et dans la transition de balle. Donc il faut pas mal insister avec ce 4-4-2. Et puis ça laisse une liberté aux deux latéraux, Amavi et Sakai, d'être très haut sur le terrain et en fait de mettre un peu des ballons aussi sur Benedetto qui en a besoin. Mathieu? Et ça met Payet dans les meilleures dispositions en numéro 10 derrière 2 attaquants. Ouais, alors il n'est pas trop fan de Payet en numéro 10. J'ai l'impression, mais bon. C'est ce qu'il disait chez nos amis RMC, parce que il trouve que une fois que tu as sauté les 3 de devant,
Ça fait beaucoup de vagues qui peuvent arriver sur le reste du bloc. J'ai compris ça, moi, son analyse. C'était plutôt sur ce côté défensif, le côté Payet passer entre les lignes, peut-être un peu trop, alors que Cuisance va pouvoir être un peu plus naviguer entre les relayeurs et les deux devant, donc un peu plus chiant à bouger pour l'adversaire. Mais effectivement, un 4-4-2 avec Cuisance ou le 4-3-3 classique, mais effectivement arrêter ces mauvais systèmes comme il a fait contre City avec 3 centraux qui n'occupaient même pas la largeur en début de match. Donc les 300, ils étaient à 5 derrière en fait tout le temps, même en phase offensive. Donc ça sert à rien, quoi. Faut que les latéraux soient plus hauts et collent les lignes et que les 3 derrière fassent une ligne, quoi. Et c'est vrai que sur ça, c'était un peu frustrant de le voir, comme dit Johan aussi, tout le temps s'adapter à l'adversaire, qu'au moins il revienne à ses principes, à son contre-pressing, à son intensité qu'il avait l'an dernier, pour quitte à prendre des buts comme il a pris contre Paris l'an dernier, qui est un match qui l'a marqué, le 4-0, mais c'est pas grave, maintenant il faut se lâcher aussi un petit peu, quoi. Et c'est ce que demandent les supporters, ouais. Ils demandent une réidentité de jeu et que cet OM-là ne soit pas replié seul dans son coin à se faire taper dessus et à attendre qu'on lui donne la gamelle, quoi. Pour une équipe comme Paris qui va te punir en sautant facilement ton pressing, tu en auras 10 comme Bordeaux, où c'est Pablo derrière qui dès qu'il est sous pression explose en vol. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup de ne pas se renier. Donc l'OM a besoin de continuité pour mettre en place un jeu un peu plus enthousiasmant, on va dire. En Ligue 1, le prochain match des Marseillais, ce sera le 6 novembre sur la pelouse de Strasbourg, parce que la réception de Lens, le 30 octobre, a été reportée en raison de cas positifs au coronavirus chez les Lensois. On va s'arrêter là. On a bien explosé les timings. Merci à tous les deux, Johan Tabot et Mathieu Grégoire. Merci aussi à Antoine Bourlon pour la préparation et l'enregistrement de cet épisode, ainsi qu'à nos amis de Binge Audio qui vont s'occuper du montage. Et aujourd'hui, j'ai une pensée toute particulière pour Roland Richard. C'est lui que je remercie d'habitude à la fin de Big Five. Il a quitté l'équipe cette semaine et il va beaucoup me manquer. Big Five, c'est un peu notre bébé à tous les deux. On a bossé dur ensemble pendant un an pour vous proposer, à vous les auditeurs, un podcast de qualité. Et c'est pour ça que je tenais à le remercier encore une fois aujourd'hui, même si je suis évidemment très heureuse de travailler avec Antoine Bourlon, le nouveau papa de Big Five. On le sait tous, la période qui s'annonce ne va pas être très rigolote. Prenez soin de vous, restez chez vous et nous, on sera là pour vous changer les idées. À très vite.